Est-ce qu'on peut envisager une thérapie uniquement centrée sur le jeune, ou est-ce qu'il faut aussi du coup se dire du côté de la famille, est-ce qu'il n'y a pas là aussi à faire un travail? C'est vrai qu'on voit quelquefois des parents qui, pour eux, l'anorexie, c'est ma fille veut être mince, elle est influencée par les magazines, etc. Et soignez-la moi, quoi. Hein. Et il y a des fois des parents très culpabilisés, puis des parents qui aussi, par contre, ne veulent pas du tout qu'on aille voir du côté de leur histoire familiale. Oui, donc ce qu'on voit bien, c'est qu'il est très important de faire une alliance, si possible, thérapeutique avec la famille, ne serait-ce que pour la continuité du traitement. Parce que les patients, en général, vont avoir du mal à être, elles, officiellement demandeurs, au moins pendant un temps. Donc c'est la famille qui doit prendre le relais. Donc c'est là où il est important, à mon avis, qu'ils comprennent qu'ils ont un rôle dans le fait qu'il faut qu'ils aident leur fille à trouver d'autres moyens d'expression de ce qui ne va pas, que le fait de se faire du mal, qu'encore une fois n'est pas un choix volontaire, mais c'est imposé à elle, et elle risque de s'y piéger. Ça, on le dit à mon avis, il faut de plus en plus dire, je le disais ce matin, aux patients, métacommuniquer avec eux, de leur dire voilà comment je comprends votre trouble, c'est-à-dire ce que je vous dis, de dire à la patiente, de dire aux parents, pour faire une anorexie, je vous dis, il faut beaucoup d'appétit. Et d'avoir de l'appétit, c'est une chance. C'est d'avoir des envies fortes. C'est pour ça que quand on dit souvent, même s'il y a des femmes de ménage où elles sont des gens assez brillants, oui, parce que ce sont des gens qui ont de l'appétit. Voilà. Il faut une avidité pour faire de la... Et donc qui ont des envies de connaissance, qui ont une intelligence, qui ont des réflexions, qui sont, oui, pleines d'appétit. Donc c'est une chance, l'appétit c'est la vie. Donc vous avez la chance, hein, pleine d'appétit. Seulement en même temps, vous avez beaucoup d'appétit et beaucoup d'insécurité. Voilà. Et la peur d'être débordé par cet appétit, ou que cet appétit, oui, vous entraîne, vous ne savez pas où, vous fasse perdre vos limites, vous dépasse, et vous avez trouvé à un moment donné un moyen de vous sécuriser par rapport à cette peur en fixant votre inquiétude sur la nourriture, comme l'angoisse se fixerait sur un paratonnerre. C'est devenu ça, l'image du corps, la nourriture, et à partir du moment où vous en avez une maîtrise, il y a cet effet de soulagement dont on a parlé. C'est-à-dire que c'est une autothérapie, oui, c'est une façon, une réponse adaptative à une situation d'angoisse. Donc vous voyez que non seulement vous êtes dans le fond angoissé, mais en plus vous avez trouvé une réponse qui, dans une certaine mesure, vous soulage. Alors abandonner cette réponse qui vous soulage alors que vous êtes toujours angoissé, il faut du courage, ça va être dur, il faut lutter contre vous-même, si vous voulez. Mais le problème de cette réponse, c'est que d'une part, ce n'est pas la vraie réponse, parce que ce que vous avez envie d'être, c'est encore une fois la plus belle, celle qui réussit le mieux, celle qui est contente d'elle, celle qui, bon, comme tout le monde, mais avec plus de doutes que d'autres, parce qu'il y a la peur derrière vous. C'est la peur qui renforce l'envie et en même temps le doute. Bon. Et donc il y a le chaud, je dirais, de l'appétit, le froid de la peur, et il y a un orage, un stress, et vous vous cramponnez à ce qui vous rassure, c'est le comportement. Et vous vous piégez. Voilà. Voilà comment moi je le comprends. Alors vous comprenez pourquoi, que bien que pensant que la nourriture n'est pas le fond du problème, je serai obligé d'être vigilant pour pas que vous vous en piégiez comme à une drogue, à ce comportement anorexique ou boulimique, qui va à la fois vous rassurer, mais vous enfermer dans un comportement qui, au lieu de vous valoriser, de vous nourrir, va vous rendre encore plus dépendant de la nourriture. Et va vous abîmer et jusqu'à risquer à en mourir. Donc, voilà pourquoi il faut reprendre, qu'on se battra au niveau du comportement, parce que c'est taper à côté, mais que le fait de taper à côté, un peu comme la drogue, va vous piéger. Et en même temps qu'on essaie de limiter les effets nocifs de ce trouble du comportement alimentaire, on va essayer d'ouvrir le débat sur la parole. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que vous doutiez tellement de vous? Qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentiez pas à l'aise avec vous-même, qu'il y a ce malheur, qu'il y a ce... Là, il y a la parole. Alors, il faut que la famille soit le garant pour aider les patients à quitter ce comportement alimentaire, à accepter de se battre, d'imposer voire une hospitalisation pour reprendre du poids à un certain moment si on voit qu'on s'enlise. C'est là où on a besoin d'une alliance. Et en expliquant ça aux parents, on dit, voyez comment, en plus, il y a un attachement très fort dans ces troubles-là, des liens très forts, c'est une chance, mais c'est aussi un risque. Et c'est pour ça que dans cette mauvaise image d'eux-mêmes, ça peut être important, et l'expérience montre que quand on en parle en famille, et quelquefois d'ailleurs avec les frères et sœurs, tout le monde
éventuellement dans des thérapies familiales. L'expérience montre, et nous on a encore fait une étude en tirant au sort, en double aveugle, c'est-à-dire on a tiré au sort les familles pour lesquelles on faisait une thérapie familiale avec leur accord, celles où on ne le faisait pas, 60 cas dans l'un dans l'autre, et on suit l'évolution. Et c'est vrai, comme ça a déjà été fait en Angleterre, que ça confirme que quand il y a une thérapie familiale, les résultats sont meilleurs, plus vite et de meilleure qualité. En moyenne, ça ne veut pas dire que pour chaque individu ce soit le cas, mais en moyenne, c'est vrai. Bon. Alors, voilà, c'est un atout. Parce que vous êtes important pour votre fille, c'est important qu'on puisse débattre, qu'il puisse se dire des choses jusqu'à s'exprimer au niveau du corps. Bon. Il y a plusieurs espaces. Il y a l'espace individuel, il y a l'espace familial. Très souvent, on peut faire les deux aussi. Et puis c'est différent si elles sont au début, si elles sont déjà avec une évolution de 10 ans. Ouais. Mais il y a une gamme là aussi d'outils. Il faut apprendre à les utiliser pas n'importe comment, mais si possible de manière quand même avec suffisamment de persévérance, mais au besoin en ouvrant sur la thérapie individuelle ou la thérapie familiale, si c'est l'une qui est pratiquée et pas l'autre, on peut les faire en même temps. Et en même temps, je pense qu'il est important, d'où l'importance du réseau, qu'il y ait quelqu'un, alors qui soit le référent, le garant du contrat moral, thérapeutique, c'est-à-dire, voilà, l'objectif, c'est de faire que cette angoisse qui est une chance potentielle, mais un risque actuellement, ne se fixe pas sur la nourriture et tout va s'exprimer par la parole. Donc on va mettre en route ces différents outils thérapeutiques et on va suivre. Et là, il faut de la persévérance, le temps qu'il faudra. J'en sais rien de ce temps, et ça sera, on verra. Mais il n'y a pas de fatalité à rester comme cela. Donc, il vaudrait mieux qu'il y ait quelqu'un qui fasse le bilan à une fréquence variable de l'évolution, quitte à ce qu'il y ait des thérapeutes individuels ou familiaux, ou un groupe de parents, comme nous le faisons depuis 1970, un groupe de parents pour ce qui est une entraide aussi extrêmement importante, où il n'y a que les parents, alors, il n'y a pas les frères et sœurs. Bon, c'était un choix, donc un groupe de parents, et où tu as des parents qui reviennent 20 ans, 30 ans après, qui reviennent, en général c'est quand ça va bien. Et pour dire voilà, ma fille, comment elle a évolué, on a envie d'aider ceux qui débarquent, on sait combien ça a été dur pour nous de débarquer les premières fois dans les groupes et d'entendre toutes ces histoires et leur durée. Donc on vient dire que oui, c'est possible, que les choses se débloquent, que bon, ça a un effet bien plus convaincant que ce que nous pouvons dire en tant que médecins, que d'autres parents reviennent. Donc c'est tout ça qu'on est, c'est là où il y a nécessité d'un réseau, et dans ce réseau, nous accueillons des parents d'enfants qui sont suivis par ailleurs. Nous avons même accueilli beaucoup de provinces, dont les enfants étaient suivis en province, et qui venaient en groupe de parents chez nous, toutes les 3 semaines. Parce que ça leur amenait une ouverture. Toujours le problème d'une ouverture. Voilà. C'est cette ouverture, et on l'a bien vu, c'est qu'il faut que ça s'ouvre. Le danger, c'est le cramponnement, qui est le fruit de l'angoisse. Et dans votre cramponnement, vous arrivez à vous étouffer, à ne plus vivre. Alors, si on a ça en tête, si on l'exprime, on essaie de convaincre les parents que c'est important de collaborer. Et après, en fonction de leurs craintes, de leur personnalité, ils vont accepter une thérapie familiale ou pas. Mais le minimum pour nous, c'est le groupe de parents, et surtout, c'est ce suivi avec un référent où on fait le point périodiquement avec l'intéressé et de temps en temps avec ses parents sur quelle est l'évolution. Pour ne pas laisser s'enfermer petit à petit les choses, et que le thérapeute ne soit pas dans l'inquiétude de se dire, voyons, là, elle est en train de maigrir, qu'est-ce que je fais? Je continue, j'arrête, je continue, j'arrête. Donc, je dis, chez quelqu'un qui s'occupe de ça, moi je continue mon travail, quitte à ce qu'à un moment on dise, on interrompt tout ça, vous êtes hospitalisé, parce que là, pour le moment, il y a cette réponse de débordement qui vous fait maigrir, donc on coupe et on reprendra après. Donc c'est cette cohérence, vous voyez, mais on voit qu'il est très difficile d'agir tout seul dans des troubles qui ont un impact aussi important et à plusieurs niveaux.